ça va avoir une onde de choc dans cette Amérique latine qui à l'époque est complètement traumatisée par le modèle néolibéral. On va avoir en cascade une série de présidents qui vont arriver avec Chavez. Hein, c'est pas Chavez tout seul. On va avoir l'élection de Lula au Brésil en 2002, on va avoir les Kirchner en Argentine. L'Argentine à l'époque était dans une situation pire que la Grèce aujourd'hui. Des Kirchner en Argentine, on aura Rafael Correa en Équateur, Evo Morales, le premier président indigène en Bolivie, Daniel Ortega au Nicaragua, et donc on va avoir ce qu'on a appelé une vague de gauche en Amérique latine, qui va profondément transformer l'Amérique latine pendant 15 ans. Il y a eu une période assez fantastique, quand on aura le recul on pourra en juger, juste là encore un chiffre, pendant ces 15 années, l'ensemble de ces pays de gauche, il faut appeler les choses par leur nom, ont sorti 56 millions de personnes de la pauvreté. Ils n'ont pas résolu tous les problèmes. Ils n'ont pas résolu tous les problèmes. Par exemple, au Venezuela, quand je vous dis qu'il y avait encore 20% de pauvreté il y a 3 ans, c'est encore énorme. C'est encore énorme, mais il y a eu une avancée spectaculaire, et en particulier dans le domaine de l'intégration latino-américaine. Alors que jusque-là, dans le camp des pays progressistes, révolutionnaires, Cuba était isolé, d'un seul coup, ces présidents, ces gouvernements vont créer en 2012 l'Union des Nations Sud-Américaines, la UNASUR, sans les États-Unis. Avec les États-Unis ont toujours eu un poids énorme sur l'Amérique latine. Et puis en 2015, je crois, c'est pas grave, la communauté des États latino-américains et Caraïbes, l'ensemble des pays de la région, sans les États-Unis. Et là, évidemment, ça va accentuer l'agacement de Washington par rapport au Venezuela, qui est le vaisseau amiral de la prise d'indépendance de l'Amérique latine par rapport à Washington. Et là, évidemment, on rentre dans des considérations géostratégiques extrêmement importantes pour les États-Unis. Je ne sais pas si j'ai bien résumé les choses. Ouais. Bien fait. Mais moi je me demande quand même, ici en Belgique, mais en Europe aussi, il y a beaucoup de gens aussi de gauche qui ont défendu le projet révolutionnaire sous Chavez, mais qui ont maintenant des critiques sur le gouvernement du nouveau président Maduro. Et pourquoi, selon vous, cette perception a radicalement changé durant les dernières années? Parce que, apparemment, selon la presse maintenant, Venezuela est un failed state et c'est plus dur pour nous aussi comme mouvement de solidarité pour défendre le projet révolutionnaire. C'est beaucoup plus difficile comme avant. Vous pouvez nous expliquer un peu sur ça? Je vais essayer. Vous avez vu, j'ai des notes partout. J'ai des notes partout, mais c'est parce que... Vous savez, c'est compliqué d'avoir là, vous m'intimidez. Moi, j'ai pas fait d'études parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des antisèches à l'école. Là, ici, moi, j'ai mes antisèches, donc ça va. Pourquoi est-ce qu'éventuellement, vous avez une vision tout à fait négative du Venezuela? Ça porte un nom. Les médias. Ça porte un nom, les médias. J'ai ici un quotidien français qui, pendant très longtemps, des décennies, a été une référence en matière d'information, et qui aujourd'hui n'est plus un quotidien d'information, qui est engagé dans la guerre médiatique contre le Venezuela. L'Europe doit isoler Nicolas Maduro. On n'est pas dans l'information là, on est dans une campagne. On est dans une campagne de déstabilisation. Et je veux dire, lorsque tous les jours, excusez-moi, je vais citer des journaux français, mais vous avez sans doute les équivalents ici, donc vous transposerez. Lorsque tous les jours, la radio, la télévision, les médias vous disent le Venezuela est une dictature, comme vous ne pouvez pas tous être des spécialistes du Venezuela, il y a un moment où vous commencez à avoir un doute. C'est normal. Bon. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il y a une crise profonde au Venezuela. Ok, là-dessus on est d'accord. Sur le point sur lequel on n'a pas suffisamment mis l'accent, c'est que cette crise ressemble beaucoup. Alors là, je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, et c'est très bien, il y a des plus anciens vont se souvenir. Le renversement de Salvador Allende au Chili en 1973 a été précédé d'une campagne de déstabilisation économique du Chili. Lorsque Richard Nixon, le président des États-Unis, a donné l'ordre à la CIA et à Henry Kissinger, futur prix Nobel de la paix, to make the economy scream. Il faut faire crier l'économie chilienne. Et effectivement, on a assisté au Chili, avant le renversement de Salvador Allende, à une déstabilisation économique. Les plus anciens se souviennent avec la guerre des camionneurs qui empêchait les livraisons d'aliments, en particulier à la population. On est dans la même configuration aujourd'hui au Venezuela. Peut-être que tout à l'heure je détaillerai un petit peu comment se passe la guerre économique. Et donc,
Par exemple, on vous dit les Vénézuéliens meurent de faim. Alors, il y a des pénuries au Venezuela, c'est vrai, mais ce sont des pénuries organisées. Hein, tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres. On vous dit, moi j'ai lu, excusez-moi, je vais parler comme dans la vie, j'ai halluciné, dans certains médias, y compris des médias amis, en moyenne, les Vénézuéliens ont perdu 8 kilos à cause des pénuries. C'est complètement absurde. J'étais encore en juin dernier au Venezuela, où il y avait des manifestations d'opposition. Je peux vous assurer que s'ils ont perdu 8 kilos, c'est qu'ils étaient obèses au départ. C'est pas possible. Ils étaient en pleine forme. Les amis, les chavistes, les gens qui souffrent de ces pénuries vous disent oui, on a perdu 2 kilos parce que ça devient compliqué. Qu'est-ce que c'est que la déstabilisation économique? Alors, je vais être obligé de chercher des fiches. Hein. Si vous voulez, j'ai un gros problème en face de vous. Vous me faites confiance, enfin pas tous, je vois bien. Vous êtes censés me faire confiance. Mais je veux dire, n'importe qui peut vous raconter n'importe quoi. Donc j'essaye, dans la mesure du possible, d'avoir des faits précis. Pas du blabla, pas de l'idéologie pure et dure. Bon. La crise économique, elle est organisée. Alors, il faut comprendre que le Venezuela, qui est un pays pétrolier, reçoit toutes ses devises, donc tous ses dollars, de l'extérieur grâce au pétrole. C'est donc l'État, puisque les compagnies pétrolières ont été nationalisées, c'est donc l'État qui reçoit l'argent du pétrole. Et lorsque l'entreprise privée a besoin de dollars, elle fait ce que vous faites. Nous, on va à la banque chercher des dollars pour changer nos euros. Le secteur privé au Venezuela va changer ses bolivars auprès de l'État pour avoir des dollars. C'est le secteur privé qui importe l'alimentation, les biens essentiels. Hein, puisque le Venezuela ne produit pas savon, de la crème à raser, du riz, des pâtes, etc. Ce qui est un problème, mais c'est quoi là. Le secteur privé reçoit des dollars du pouvoir, du gouvernement, avec lequel il est censé importer des marchandises. Sauf que les marchandises n'arrivent pas dans les magasins. Imaginez que le samedi, au lieu d'être là, habituellement vous allez faire vos courses au supermarché, et les rayons sont vides. Il n'y a rien. Alors premièrement, ça crée un sentiment désagréable. Deuxièmement, ça vous complique la vie. Parce qu'il faut bien manger quand même. Et donc, vous allez retrouver les mêmes produits qui manquent dans les supermarchés, dans les magasins, oui, partout, dans ce qu'on appelle au Venezuela el bachaqueo, c'est-à-dire au marché noir sur le trottoir. C'est-à-dire que les produits censés être vendus dans les endroits où on vend des produits sont vendus ailleurs. Donc ça vous complique la vie. Au lieu de faire vos courses en une fois, il faut chercher des pâtes ici, du riz ici, de la farine de maïs précuit ici, et donc ça rend la vie impossible. Et au marché noir, en el bachaqueo, vous payez 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus cher. Et donc évidemment, ça érode votre pouvoir d'achat. Et à partir de là, si vous n'avez pas la conscience, et tous les Vénézuéliens n'ont pas la conscience de ce qui se passe, vous vous en prenez au gouvernement en disant mais tout ça c'est de la faute du socialisme du XXIe siècle, de Maduro, et donc ça explique en partie la raison pour laquelle, lors des élections législatives de décembre 2015, l'opposition a gagné. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un tel désarroi dans la population, non pas que les gens qui votaient Chavez jusque-là se sont mis à voter pour la droite, hein, puisqu'en réalité, en décembre 2015, lorsque l'opposition gagne les législatives, le chavisme perd quasiment 2 millions de voix, mais la droite n'en gagne que 350 000. C'est-à-dire qu'on n'a pas un report des voix des chavistes vers la droite. On a des gens qui disent il y en a marre, on ne vote pas, on n'est pas content, etc., 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 etc. Et donc, de fait, l'opposition arrive au pouvoir. À partir de là, on est, alors, si l'opposition arrive au pouvoir à l'Assemblée nationale, c'est qu'on est dans une démocratie. Si on était dans une dictature, l'opposition n'aurait pas gagné l'élection. Parce qu'en réalité, l'un des problèmes du Venezuela, c'est que pour l'opposition, c'est pile je gagne, face tu perds. Lorsqu'elle gagne l'élection, elle ne proteste pas, et lorsqu'elle la perd, c'est qu'il y a eu fraude. Bon, évidemment, c'est compliqué. Hein. Vous avez des grandes villes du Venezuela qui sont gouvernées par l'opposition. Bon, ça ne serait pas possible si on était dans une dictature. L'opposition arrive à l'Assemblée nationale. On peut attendre d'elle qu'elle réfléchisse avec l'exécutif pour savoir comment on va sortir de cette situation de crise. Or, la première mesure qu'annonce l'opposition à l'Assemblée nationale, donc on est en janvier 2016, nous donnons 6 mois pour faire partir Nicolas Maduro. C'est-à-dire que, alors j'espère que vous n'avez pas assisté au débat précédent, je vais vous redire ce que j'ai dit il y a une demi-heure. En France, nous avons eu des périodes de cohabitation. On a eu un président de gauche, de centre-gauche,
François Mitterrand, qui un jour a eu un Premier ministre de droite, Jacques Chirac, la première chose qu'a dit Jacques Chirac en arrivant à l'Assemblée nationale, c'est pas « on se donne 6 mois pour virer Mitterrand ». Et puis ensuite, on a eu Jacques Chirac, président, qui au terme d'une législative perdue par la droite, a un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin, et la première chose que fait Lionel Jospin en arrivant à l'Assemblée nationale, c'est pas de dire « on se donne 6 mois pour balancer Jacques Chirac ». Dans un État de droit, dans un État démocratique, il y a cohabitation. L'opposition a refusé cette cohabitation. C'est-à-dire que donc elle a annoncé, en plus elle l'a fait d'une manière extrêmement violente, en sortant de l'Assemblée nationale les portraits de Chavez, les portraits de Bolivar, c'était une provocation terrible. À partir de ce moment-là, on a évidemment un choc entre l'exécutif et le législatif, sachant que le Venezuela est un pays présidentiel. C'est-à-dire que le président a des attributions extrêmement importantes, un peu comme en France. Hein. C'est pas une spécificité du Venezuela. Par ailleurs, je m'arrête juste un instant, parce que j'ai l'esprit d'escalier, en particulier avec Chavez, on lui a reproché de se faire élire. D'abord, s'il a été réélu systématiquement, c'est parce que les Vénézuéliens étaient plutôt majoritairement contents de lui. Et puis je vous signale au passage que si vous avez quand même un doute, Angela Merkel se présente pour la 4e fois, et ça sans poser de problème à personne. C'est-à-dire que lorsque c'est une chancelière allemande néolibérale, ça va, mais lorsque c'est un président progressiste, ça ne va pas du tout. Il y a donc là un... Je reviens à un autre... à moins que vous poser des questions. Excusez-moi, j'arrête, on pose une question et je repars. On parlera un peu des révoltes populaires qui, de derniers mois, qui est selon les médias violemment réprimées par la dictature, avec résultat beaucoup de morts, de prisonniers politiques. Ça c'est le message qu'on a reçu les derniers mois dans nos médias. Et moi je veux savoir comment vous voyez ça, les révoltes populaires dans les rues des derniers mois. J'arrive, excusez-moi. Hein. Non, je veux être précis. Je vais être précis parce que je peux vous dire, c'est pas vrai, il n'y a pas de répression. Et puis, alors je ne sais pas si je vais retrouver ma fiche. Il y a eu effectivement pendant 4 mois des manifestations extrêmement violentes. Je ne sais pas depuis quand vous n'avez pas eu de grosses manifestations en Belgique. Nous on en a eu en France au moment de la loi El Khomri, donc le début du démantèlement du Code du travail, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Nos manifestants, nos casseurs, ceux que nos médias ont qualifiés de casseurs, c'est des enfants de cœur à côté de ce que font les groupes de choc de l'opposition vénézuélienne. Vous avez un phénomène moi j'y suis allé, j'ai passé 3 semaines à observer les manifestations de l'opposition. Et y compris, je vais vous dire, j'ai bouffé des gaz lacrymogènes. Et y compris, j'aurais pu être blessé, parce qu'il y a 3 grenades lacrymogènes qui sont tombées à 1 mètre de moi. Hein. Donc je les aurais prises. J'étais manifestant. Ça ne veut pas dire pour autant que la garde nationale bolivarienne ou la police nationale bolivarienne réprime à tort et à travers. Vous avez le matin, vous aviez des manifestations tous les jours. Tous les jours. Donc le matin, dans les quartiers chics de Caracas, j'insiste là-dessus, parce qu'a priori on pense que des manifestations c'est plutôt dans les quartiers populaires. Dans les quartiers chics de Caracas, vous avez l'opposition qui défile, comme elle a le droit de défiler n'importe où, et après tout, c'est normal. Parce qu'on peut aussi reprocher des choses à Maduro, on peut être de droite, on a le droit d'être de droite. Tout ça paraît plutôt bon enfant. Hein, alors bien évidemment, c'est Fuera Maduro, c'est un peu raide, mais bon. Nous, en France, bientôt, on va défiler en disant Fuera Macron. Donc ça, c'est un droit. La difficulté, c'est que vers midi, 1h de l'après-midi, cette manifestation pacifique, elle est remplacée par des groupes de choc. Des groupes de choc qui vont aller provoquer quasiment toujours au même endroit, sur ce qu'on appelle l'autopiste à Francisco Fajardo, qui est un axe qui traverse Caracas d'est en ouest, et qui est vital pour la circulation dans la ville. Et vous avez ces groupes de choc qui vont aller bloquer cette artère. Et donc, évidemment, au bout d'1 heure ou 2, alors c'est beaucoup quand je parle de groupe de choc, j'imagine ici que je suis dans un environnement où les manifestations, on a plutôt des sympathies pour les manifestations, vous l'avez sans doute fait. Mais là, vous avez des groupes avec des gens qui ont des casques, qui ont des masques à gaz, qui ont des mortiers artisanaux, ce qu'on appelle des chopos, qui sont des instruments artisanaux qui balancent des billes de verre et des billes de métal, et qui vont donc, on ne peut pas dire autre chose que de se placer face à la garde nationale bolivarienne, et au bout de 2 heures, je veux dire, elle vient, elle déblaye le terrain. Moi je l'ai vu, hein, alors ce que je vous raconte, je l'ai vu. Elle déblaye le terrain avec des canons à eau et des grenades lacrymogènes. Et vous avez régulièrement
pour venir en aide. Vous avez des escouades de policiers en moto qui arrivent, grenades lacrymogènes, voilà. Alors c'est pas sympathique les grenades lacrymogènes. Hein, franchement, j'en ai bouffé là, je me suis entraîné pour les prochains mois en France. C'est pas agréable, mais c'est pas une répression féroce. Nos médias vous disent, manifestation au Venezuela, répression des manifestations, 125 morts. C'est pas vrai, c'est faux. Et c'est là que je vous demande une toute petite seconde pour vous donner des chiffres précis. Parce que c'est extrêmement important, c'est là-dessus qu'on vous trompe, ou qu'on essaie de vous tromper. Alors, dans les manifestations, dans les victimes, il ne faut pas le retrouver évidemment, je vais me ridiculiser. On rigole, mais c'est sérieux en plus. Bougez pas, restez là. Non, excusez-moi, ça fait pas sérieux, mais c'est au contraire extrêmement sérieux. Sauf que, comme on a participé à un débat auparavant, j'ai mélangé toutes mes fiches. Je ne vais pas les retrouver. Hein. Ah non. Bon, écoutez, je vais vous donner... Non. Pariez sur ma bonne foi et éventuellement à la fin du débat, je vous montrerai les chiffres. En réalité, si vous voulez, dans les manifestations, vous avez 10 victimes dont on sait que c'est les forces de l'ordre. Directement, et il y a actuellement 39 fonctionnaires des forces de l'ordre qui sont arrêtés, inculpés ou poursuivis. C'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les bavures. Il y en a. Bon. Après, vous avez une multitude de cas différents. Vous avez, par exemple, 4 chavistes dans les victimes. Vous avez 4 personnes qui ont été brûlées vives. Vous avez bien 4 personnes qui ont été brûlées vives. C'est-à-dire qu'il y a des images terribles qui ont circulé sur le net dans une manifestation de l'opposition d'un type qu'on a accusé d'être un chaviste ou d'être un voleur, on ne sait pas trop, qui a été chopé, qui a été lynché, qui a été arrosé d'essence et qui a été brûlé vif. Il est mort 2 jours après. Ça, c'est dans les manifestations de l'opposition, c'est pas Maduro, c'est pas la garde nationale. Vous avez, je crois que c'est 14 personnes qui se sont plantées sur des barricades, automobilistes, motards, etc., qui ne sont pas des victimes de la répression de Maduro. Vous avez 10 policiers et gardes nationaux qui ont été tués par balle. Le jour de la convocation de l'élection de l'Assemblée nationale constituante, il y a eu, si je ne me trompe pas, il y a eu un policier tué par balle, il y en a eu 8. Enfin, je veux dire, c'est... Donc quand on fait le décompte, la violence a fait 125 victimes, mais pas la répression. On vous ment quand on vous dit que c'est la répression. On vous ment, on a affaire à une opposition extrêmement violente. Mais évidemment, ça provoque une image, d'autant que les photos qu'on vous montre sont systématiquement des photos dans lesquelles on vous dit le gouvernement réprime, petit à petit, y compris les sympathisants de la révolution bolivarienne, y compris les militants de gauche, commencent à se poser des questions et ont un doute. Et c'est normal. Bien ça, parce que c'est pas nouveau. Ça fait des mois, ça fait des années qu'il y a une campagne médiatique contre le Venezuela. Ça pénètre les esprits, y compris, ça oblige un certain nombre de journalistes qui ne seraient pas aussi radicalement opposés à Maduro ou à Chavez auparavant, de prendre leur distance, parce que défendre Maduro aujourd'hui, c'est se mettre dans une position inconfortable. Là, ce que je suis en train de vous faire en ce moment, moi j'ai pas de plan de carrière, je suis arrivé à un âge où je m'en fous. Je peux dire ce que je fais, ce que je dis, ce que je vois, mais quand vous êtes un jeune journaliste, si vous arrivez à la rédaction du Monde, de l'Obs, de l'Express, de Libération, en disant j'ai un reportage sur, la violence des manifestations de l'opposition, vous mettez votre carrière dans une situation difficile. C'est-à-dire que on ne vous publie pas, et puis on ne vous confiera rien après. Et donc vous avez y compris, c'est la même chose chez les universitaires. Il y a un certain nombre d'universitaires, moi je vois que je participe à des débats, qui prennent des positions qui sont ahurissantes, mais on se dit, ils ont une pression. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je veux dire, vous avez 80% de la population européenne qui considère qu'il y a un vrai problème au Venezuela. Et ensuite, il ne suffit plus qu'à l'Union européenne, ou au, comment ça s'appelle, le Conseil, le truc de Juncker, là, du chef du paradis fiscal, comment c'est le truc
que Juncker, c'est quoi? L'Union européenne, la Commission européenne, je vais y arriver, ouais. De dire le Venezuela est une dictature. Donc, les Vénézuéliens, ils ne sont pas dupes, ils savent ce qui se passe chez eux. Si vous voulez, ça c'est pour comprendre, parce que ce qui se passe au Venezuela, ça vous est destiné à vous. C'est destiné à isoler le Venezuela de la communauté internationale. Au Venezuela, ils savent ce qui se passe. Et ils savent, par exemple, en ce moment, que Maduro a remporté une victoire. Quand je dis Maduro, c'est les chavistes. Au-delà des problèmes, parce que, confronté à cette situation, dans laquelle l'opposition refuse de dialoguer, hein, il y a eu un dialogue, excuse-moi, tu m'arrêtes quand tu veux poser des questions. Il y a eu un dialogue. Le dialogue, il s'est déroulé avec des témoins, puisqu'il y a eu plusieurs médiateurs. 3 médiateurs, anciens présidents. Leonel Fernandez, ancien président de la République dominicaine. Martín Torrijos, ancien président du Panama. José Luis Rodríguez Zapatero, ancien Premier ministre espagnol. Franchement, c'est pas un gauchiste. Il se fait traiter de communiste par l'opposition vénézuélienne. Zapatero, imaginez. Zapatero, communiste. Bon. Le président de l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, Ernesto Samper, ancien président de la Colombie. Et y compris le Vatican s'est mis dans l'affaire. Médiateur. L'opposition a quitté la table du dialogue. Le pape a dit, il y a un problème parce que l'opposition est divisée. C'est pas moi qui vous le dis, c'est pas... non, le pape il l'a dit à un moment. Et là en ce moment, il pousse pour la reprise du dialogue. L'opposition a quitté le dialogue. L'opposition s'est jetée dans la rue. Que fait Maduro? Soit il démissionne, on lui demande, soit il dit, puisque je ne peux pas dialoguer, et puisqu'il y a une vague de violence, je convoque le peuple. Et donc il convoque une assemblée nationale constituante, auquel vont participer 8 millions de Vénézuéliens, il faut le dire, à la surprise générale. À la surprise générale, parce que tout le monde s'était laissé en dominer et pensait que tout le monde allait abandonner Maduro. Non, vous avez 8 millions de Vénézuéliens qui vont voter, y compris, sans doute, pas forcément des gens de l'opposition, mais ceux qu'on a toujours appelés les Nini, ni chavistes, ni de l'opposition, qui n'en peuvent plus de cette violence, qui ne veulent pas de cette violence. Et c'est d'une certaine manière une victoire de Maduro, sauf qu'on vous la présente comme l'instauration d'une dictature. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, excusez-moi, ça part un peu dans tous les sens, je suis désolé hein, pour ceux qui... Il y a un problème majeur. On vous dit l'Assemblée nationale constituante est en train de supplanter l'Assemblée nationale de l'opposition qui a été élue démocratiquement. Sauf qu'il y a un truc qu'on ne vous dit pas. C'est que l'Assemblée nationale de l'opposition, elle est dans l'illégalité depuis janvier 2016. Que s'est-il passé en janvier 2016? L'élection gagne la législative décembre 2015. Elle arrive et il y a 3 députés sur lesquels il y a suspicion de fraude. Le tribunal suprême de justice dit ces 3 députés ne peuvent pas prêter serment. L'opposition, par défi, et pour montrer que désormais c'est elle qui commande, passe outre et fait prêter serment à 3 députés qui n'ont pas été élus, normalement. Et donc à partir de là, et dans n'importe quel état de droit, on aurait la même chose, l'Assemblée nationale est dans l'illégalité. En espagnol, on dit desacato, outrage. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le 1er janvier 2016, le tribunal suprême de justice refuse toutes les décisions prises par l'Assemblée nationale. Et que donc il y a la vacance d'un pilier important de la démocratie vénézuélienne, raison pour laquelle, à un moment, le tribunal suprême de justice a voulu la remplacer. Et donc là, on a accusé le Venezuela de dictature. Il y a eu un pas en arrière 2 jours après. Et raison pour laquelle l'Assemblée nationale constituante, aujourd'hui, effectivement, est le centre du pouvoir, tant que, et ça a toujours été dit, tant que l'Assemblée nationale ne reviendrait pas dans les clous de la Constitution. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, à n'importe quel moment, elle peut reprendre ses prérogatives si elle se sépare des 3 députés qui n'ont pas été élus dans des conditions classiques. Alors évidemment, face à une telle agression, le gouvernement Maduro, il faut le dire aussi, il ne fait pas preuve de beaucoup de compréhension. Enfin, je veux dire, il se bat. Hein. Et donc, il ne fait pas de cadeaux. Il ne fait pas de cadeaux. Et dans une guerre comme ça, franchement, c'est... On ne peut pas demander à Maduro de se battre avec un bras dans le dos. Il y a la fameuse... Tu veux... Il y a la fameuse... Non, c'est important. Hein. J'essaie de vous apporter des éléments précis. Il y a le fameux référendum révocatoire. Vous savez que dans la Constitution de 1999, qui a été... l'idée a été lancée par Chavez, mais la Constitution a été approuvée par référendum.
C'est pas la constitution de Chavez, la constitution vénézuélienne, bolivarienne. Bon. Il y a la possibilité de révoquer le président, de convoquer un référendum révocatoire à la mi-mandat. L'opposition l'a fait avec Chavez, en 2004, elle a perdu, Chavez est resté président. L'opposition actuelle pouvait le faire avec Maduro. Sauf que lorsqu'elle arrive à l'Assemblée nationale en janvier 2016, elle s'en fout du référendum. Elle annonce on va renverser Maduro en 6 mois. Or, le référendum c'est compliqué. Peut-être d'ailleurs qu'il est trop compliqué. Là-dessus, ça sera un débat, c'est aux Vénézuéliens de régler leur truc. Pour lancer cette histoire de référendum, il faut 260 jours. L'opposition veut renverser Maduro, elle ne réussit pas. Et donc au bout de 6 mois, comme elle n'a pas réussi à renverser Maduro, elle se souvient qu'il y a le référendum révocatoire. Donc elle lance le référendum. Et là, il y a 2 éléments extrêmement importants qu'il faut comprendre. C'est que ça va demander 260 jours. Et que donc, alors c'est toujours un peu compliqué, excusez-moi, hein, j'accumule les détails. Ce référendum révocatoire, au-delà d'une certaine limite, s'il est gagné par l'opposition, c'est le vice-président qui remplace le président. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est les chavistes qui restent au pouvoir. Donc ça n'intéresse plus l'opposition. Ils ont perdu 6 mois et ils se retrouvent dans une situation absurde où ils vont renverser Maduro pour mettre à sa place le vice-président. Donc ça ne les intéresse pas trop. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que pendant le recueil des signatures, il leur faut 200 000 signatures pour lancer ce référendum révocatoire. Il y a, là encore, je veux dire, l'opposition annonce d'abord qu'elle a recueilli 3 millions de signatures. Et puis après, 2 jours après, elle dit non, c'est 1 900 000. Et puis le Conseil national électoral va vérifier, il va se trouver qu'il y en a 600 000 qui sont invalides. Et puis il se trouve... Alors là, c'est là qu'il y a un problème d'ailleurs, il faut le dire franchement, hein, dans la manière d'organiser ce référendum. Bon. Et puis il y a des citoyens qui portent plainte parce qu'ils ont retrouvé leur nom dans les signatures alors qu'ils n'ont pas signé. Et donc vous avez, je veux dire, le Conseil national électoral suspend le référendum révocatoire. D'où l'idée que Maduro a supprimé cette possibilité. On est dans une guerre, ils n'ont pas fait de cadeau à l'opposition. On pourrait considérer que c'est pas très réglo, mais dans le contexte vénézuélien, je ne vois pas pourquoi. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à Maduro de respecter les règles à 100% de la démocratie tant que l'opposition ne les respecte pas. Là-dessus, je crois qu'il faut être très très clair. Merci beaucoup. Je veux parler quand même un peu des États-Unis. Les États-Unis sont intervenus sur le continent déjà depuis toujours. Et aussi récemment, il y a quelques semaines, c'était le nouveau président Donald Trump qui a dit qu'une intervention militaire est une possibilité. Quels sont leurs intérêts au Venezuela? Alors d'abord, je ne vais pas défendre Trump. C'est pas mon genre, en plus je me ferais jeter d'ici. Mais c'est pas Trump. Ça a commencé avec Bush, ça s'est poursuivi avec Obama, et ça continue avec Trump. George W. Bush, c'est la tentative de coup d'État contre Chavez le 11 avril 2002. Plus lentement. Ça dépend si vous êtes pressé ou... Non, parce que je ne veux pas rater mon train. Hein. Non, excusez-moi. Hein. Là, pour le coup, je suis désolé, je parle aussi vite qu'un Cubain ou un Vénézuélien. Vous n'avez jamais eu un Cubain en conférence? Là, je vous souhaite bien du plaisir. Hein. Moi qui suis journaliste et qui parle pas trop mal espagnol, quand j'interviewe un Cubain, j'interviewe avec mon magnétophone et je réécoute à demi-vitesse pour comprendre ce qu'ils disent. Tellement ils vont vite. Mais les Vénézuéliens, c'est un peu pareil. Bon. Donc ça a commencé, excusez-moi, ça a commencé en 2002 avec George W. Bush. Tentative de coup d'État contre Chavez le 11 avril 2002. Ça s'est poursuivi avec Obama, d'une manière moins brutale, moins visible, avec le décret que fait passer Obama en 2015 sur, et Madame l'ambassadrice l'a dit tout à l'heure, le fait que le Venezuela représente une menace exceptionnelle et extraordinaire pour les États-Unis. Honnêtement, entre nous, aucun d'entre nous est un grand expert international, ça n'a aucun sens de dire que le Venezuela est une menace extraordinaire et exceptionnelle pour les États-Unis. Mais donc, ça permet l'ouverture de sanctions. C'est pas neutre, c'est pas rien. Et ça participe aussi pour la communauté. Alors attendez, quand je vous parle de la communauté internationale, il faut bien se comprendre. Ça, c'est encore une arnaque, excusez-moi, hein, c'est une arnaque la communauté internationale. D'une manière générale, la communauté internationale, c'est les États-Unis et l'Union européenne.
Les Chinois, les Russes, les Africains, le Proche-Orient, ça n'existe pas. Hein. Bon. Or, il se trouve qu'en matière d'appui à Maduro, on vous dit Maduro est isolé, excuse-moi, hein, je pars, mais je vais y revenir à... On vous dit Maduro est isolé, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Maduro, il a à travers le Foro de São Paulo, le Forum de São Paulo, qui est une organisation qui regroupe tous les partis politiques de gauche d'Amérique latine. Il a été créé par Chavez et Lula. Fidel Castro et Chavez et Lula. Tout le Foro de São Paulo appuie le Venezuela. Le G7 plus Chine condamne les sanctions américaines. Le mouvement des pays non alignés appuie le Venezuela. C'est-à-dire que les 2/3 des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies appuient le Venezuela. Je veux dire, la communauté internationale, c'est les États-Unis et l'Union européenne. Bon, donc il faut pas se tromper là-dessus. Donc, alors pourquoi Bush, Obama, et alors maintenant Trump, hein, Trump qui a annoncé qu'il va augmenter les sanctions, y compris qu'il imagine, enfin qu'on peut imaginer une intervention militaire. La question, la réponse elle est simple. Hein. La réponse elle est simple. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des guerres en Irak? Pourquoi est-ce qu'on a détruit la Libye? Et pourquoi on risque de détruire le Venezuela? On voudrait dire, c'est le pétrole. C'est pas plus bête que ça, là encore, il n'y a pas besoin d'être... le Venezuela, je vous l'ai dit au départ, c'est la première réserve de pétrole mondiale. Plus des richesses en métaux extrêmement importantes, plus l'eau, c'est un pays vital. D'abord, des ressources. De l'exemple, je veux dire, Chavez d'abord, Maduro, la résistance de Maduro. On sortit Cuba de l'isolement. Cuba était complètement isolé avant l'arrivée de Chavez. Et d'un seul coup, Cuba retrouve son rang au sein de la communauté. Alors peu importe ce qu'on pense du régime cubain d'ailleurs, c'est pas de problème. Je veux dire, Cuba est un pays souverain et retrouve sa place au sein de la communauté latino-américaine à tel point qu'il va présider la CELAC. C'est Cuba, ça va enrager les Américains. On n'est pas encore dans des pays socialistes, le Venezuela n'est pas socialiste. C'est une recherche, c'est une phase post-néolibérale, dans laquelle on recherche... Personne n'a la solution. Il faut être clair, depuis la chute du mur de Berlin, personne n'a la solution, et nous les Européens, encore moins que les autres. On le sait bien, nous on est plantés. On a eu en Amérique latine, on a en Amérique latine une tentative, une recherche d'un modèle différent, et avec du succès. Je vous l'ai dit, 56 millions de personnes sortent de la pauvreté. Les présidents sont élus et réélus. Evo Morales, Rafael Correa, Hugo Chavez. Bon. Et donc c'est un mauvais exemple. Pourquoi est-ce que les médias s'emparent du thème vénézuélien pour vous, pour nous, Belges, Français, Italiens, Suisses, parce que c'est devenu des enjeux de politique intérieure. On utilise le Venezuela en France contre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. On utilise le Venezuela en Grande-Bretagne contre Jérémy Corbyn. On l'utilise aux États-Unis contre Bernie Sanders. On l'utilise en Espagne contre Podemos, en disant aux citoyens que nous sommes, attention, si vous votez pour ces gens-là, vous allez finir comme le Venezuela. Et donc, il y a un intérêt à détruire le Venezuela. Les violences qui ont eu lieu là pendant 4 mois, et dont on espère qu'elles ne vont pas redémarrer, mais là franchement on ne peut rien promettre, le rêve de l'opposition vénézuélienne, mais des États-Unis et on va dire j'aime pas trop le mot oligarchie, mais les oligarchies européennes, c'est de présenter une révolte populaire qui renverserait le président chaviste Nicolás Maduro. C'est-à-dire qu'on tue le chavisme. On le tue au Venezuela, on le tue en Amérique latine et on le tue partout dans le monde. Il faut en finir avec cette expérience. Après, cette expérience, je vous l'ai dit, elle n'est pas parfaite. On peut reprocher un certain nombre de choses au Venezuela, mais si vous trouvez un pays dans le monde qui est parfait, je suis preneur. Merci. On veut aussi avoir un peu de temps pour des questions après, donc je termine avec les dernières questions. Comment vous voyez l'évolution les mois et années à venir pour le Venezuela? Je veux entre-temps aussi remercier la venue de Madame Claudia Salerno. Elle est l'ambassadeur du Venezuela auprès de Belgique et les institutions européennes. Merci pour être venue. Elle va aussi dire quelques mots après l'intervention de Boris Lemoine. Mon intervention, elle corrigera les erreurs.
Là, ouais, ça va prendre du temps. Hein. Non, alors bon, l'avenir, j'en sais rien. L'avenir, j'en sais rien. Je veux dire, aucun d'entre nous. Moi, je suis journaliste. Hein. J'ai pas de boule de cristal. Bon. Néanmoins, il y a des... On n'est pas obligé d'être pessimiste. On nous dit le cycle de la gauche latino-américaine, c'est fini. Moi, je demande à voir. Il n'y a qu'un seul pays où la gauche a perdu démocratiquement, c'est l'Argentine. Processus démocratique, après Cristina Kirchner, l'opposition de droite gagne. Mais partout ailleurs. Au Brésil, on a renversé Dilma Rousseff. Michel Temer, l'actuel président de facto, il a été élu par personne, c'est un président illégitime. On ne peut pas dire que la gauche a reculé au Brésil. En Équateur, c'est le représentant d'Alianza País, le parti de Rafael Correa, qui a été élu. Théoriquement, on l'espère, pour poursuivre la révolution citoyenne. Au Venezuela, Nicolas Maduro a été élu. Au Nicaragua, Daniel Ortega a été réélu. Là encore, c'est des pays où il y a des problèmes. Daniel Ortega n'est pas parfait. Moi, je veux dire, il a gagné en particulier grâce à la mise en place des programmes sociaux. Et les programmes sociaux au Nicaragua, ils ont été mis en place grâce au Venezuela. Parce que alors, il y a tout un ensemble de phénomènes dont je ne vous ai pas parlé. L'ALBA, Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, a été une bénédiction pour un ensemble de pays frères. Hein. Le Nicaragua a profité de l'aide du Venezuela, oui c'est vrai. Le Venezuela a aidé beaucoup. Et ça c'est un... Prenez, on parle du pétrole. Pétrole. Sans le Venezuela, vous avez un certain nombre de pays, ils sont 14 ou 15, qui participent au programme Petrocaribe. Petrocaribe, c'est un programme qui permet à des pays modestes, pauvres, d'Amérique centrale, des Caraïbes, de recevoir du pétrole à des prix inférieurs de 20% au prix du marché, payable sur 25 ans à 1% d'intérêt. Lorsque le pétrole est passé à 150 $ il n'y a pas si longtemps, sans le Venezuela, ces pays étaient étranglés. Ces pays auraient été étranglés. Le Venezuela a été une bouée de sauvetage pour un ensemble de pays d'Amérique centrale et de la Caraïbe. En 1992, au sommet de Rio, les pays développés, c'est-à-dire nous, s'étaient engagés à mettre 0,7% de leur budget au service de l'aide au développement. On ne l'a jamais fait. Le Venezuela, lui, l'a fait. Et c'est le pays contre lequel on s'acharne. Donc là, il y a un problème. Alors l'avenir. L'avenir du Venezuela, c'est l'Assemblée nationale constituante qui est en train de siéger. Je m'arrête un instant sur l'Assemblée nationale constituante parce qu'il y a deux points sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Le premier, on vous dit, elle est illégitime. La réponse, elle est toute bête, hein. C'est faux. Il y a dans la constitution bolivarienne un article qui est l'article 348, que je vais vous lire, que c'est Maduro qui a convoqué l'Assemblée nationale constituante. L'initiative de la convocation de l'Assemblée nationale constituante pourra être prise par le président ou la présidente de la République en Conseil des ministres, par l'Assemblée nationale en accord avec les 2/3 de ses membres, les conseils municipaux réunis en conseil municipal avec l'accord des 2/3 de leurs membres, pardon, excusez-moi, là je vais vite là, je sais, ou de 15% des électeurs inscrits. Mais je reviens, l'initiative de la convocation de l'Assemblée nationale constituante pourra être prise par le président de la République. Il n'y a rien à dire sur la convocation de l'Assemblée constituante par Nicolas Maduro. Après, il y a un point sur lequel il peut y avoir débat, mais c'est un débat passionnant. Jusqu'à maintenant, personne ne l'a lancé. Et il nous concerne aussi, nous. Il concerne le mode d'élection des représentants dans une démocratie. Théoriquement, dans une démocratie telle que nous la connaissons, je veux dire, c'est un citoyen, un vote. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes chômeur, mais bon, chacun a un vote. L'Assemblée nationale constituante est élue avec un mode de scrutin différent, qui a été élaboré par une commission d'assemblée pour l'Assemblée constituante, auquel l'opposition avait été conviée, auquel elle n'a pas voulu participer. Il y a deux modes d'élection de l'Assemblée constituante. Il y a eu deux modes d'élection le 30 juillet. Il y a 540 constituants qui ont été élus, 364 par territoire, c'est-à-dire comme on fait chez nous, en Belgique, en France, en Espagne, et 176 par secteur. C'est-à-dire qu'ont été élus 79 travailleurs, 24 membres des conseils communaux, qui est le modèle que Chavez souhaitait mettre en place, 28 retraités, 8 paysans et pêcheurs, 8 indigènes, 5 chefs d'entreprise,
5 handicapés, 24 étudiants. Alors là, il y a un vrai débat. Mais vous savez que chez nous, enfin chez vous, je sais pas, mais je vous parle de la France, on a 10 000 fois mis l'accent sur la reproduction des élites. Et à la suite de la dernière élection législative en France, à l'Assemblée nationale, on n'a que des chefs d'entreprise et que des gens qui viennent des start-up. Mais c'est pas une image, c'est vrai. Bon. Et d'un seul coup, voilà un pays qui nous dit, eh ben nous, on va instaurer une représentation des travailleurs, des paysans, des pêcheurs, des Indiens, des indigènes, qui ont élu, selon leurs us et coutumes, leurs 8 représentants. Et ça, c'est un débat. Alors, je ne vais pas revenir à la Révolution française, qui, lors des États généraux, avait le tiers état, hein, qui était aussi le... ça, c'est un point sur lequel on peut discuter. Mais en réalité, c'est une nouveauté qui mériterait que chez nous, ça ouvre quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'élirait pas nos députés avec une représentation des travailleurs, avec une représentation des chômeurs, et pourquoi pas, et parce qu'ils ne sont jamais là. Ils ne sont jamais là. Donc, voilà aussi la raison pour laquelle cette Assemblée constituante est très critiquée. Elle n'a pas été élue sur des critères qui sont habituellement admis dans les démocraties telles que nous les connaissons. De mon point de vue, moi je suis partagé. Hein. Je trouve ça vachement intéressant. Après, je me dis que c'est un peu compliqué parce que je suis plutôt pas pour le communautarisme ou le repliement de... Bon, mais c'est un vrai débat passionnant et c'est le Venezuela qui le lance. Et ma foi, on va voir ce qui va en sortir. Merci beaucoup Maurice Lemoine. Je vais quand même donner la parole à l'ambassadrice qui veut dire aussi un mot. Et après, il y a quand même, je pense, un peu de temps pour quelques questions. Ok? Alors en français. Je vais essayer. Bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'être là, parmi vous, et des gens des gauches qui se réunissent une fois chaque année pour changer la dynamique dans leur pays. Et nous, on a été capable de le faire avec le leadership de Hugo Chavez. Et maintenant, on se bat très fort pour soutenir cette révolution qui, après quelques années, est en train d'être très gravement attaquée par les États-Unis, mais aussi plus récemment avec l'accord tacite et aussi pas si connu par les Européens entre l'administration de Trump et l'Union européenne, en particulier le Parlement européen et la extrême droite du Parlement européen. Je vous dis ça parce que je pense qu'en tant que citoyen, vous devez savoir que le Venezuela a accueilli pendant la Deuxième Guerre mondiale plusieurs migrants qui venaient des pays européens, dont moi je suis un résultat concret. Et après toutes ces années, on a une population qui arrive et plus grande que d'1 million de personnes avec double passeport européen et vénézuélien, des différents pays. Alors cette population est de l'extrême intérêt de l'Union européenne maintenant, parce qu'ils disent que la crise vénézuélienne, comme si c'était la nôtre, sans que les États-Unis aient rien à voir avec, que la crise vénézuélienne pourrait toucher c'est presque 2 millions de personnes, et la crainte de l'Union européenne, c'est pas le bonheur de ces 2 millions de personnes, c'est le fait qu'il y a le risque potentiel que ces gens veulent revenir chez eux. Ça, c'est la peur de l'Union européenne maintenant. Et comme ils ne peuvent pas vraiment fermer les frontières pour les siens, comme ils l'ont fait pour les autres, parce que là, ils vont avoir des gens avec un passeport, avec tous les droits, en train de demander tous les bénéfices que l'État devrait leur fournir. De ces faits, après toutes les années, je ne vais pas ajouter à ce qu'il a très bien graphiqué sur ce qui est la situation, qui a été la situation de violence, et comment le président Maduro a pu mettre sur la table une consigne qui était toujours la consigne de Chavez. Chaque fois qu'en tant que gouvernement vous avez un doute, chaque fois que vous ne savez pas quoi faire, allez demander le peuple, parce que le peuple, il sait toujours qu'est-ce qui est le mieux. Ça, c'est notre principe de gouvernance, et à un moment
ou la crise politique, l'opposition ne voulait pas faire la démocratie, mais qui voulait exercer violence de rue. En répétant, et en plus avec le financement des États-Unis pour répéter le modèle des révolutions des couleurs, qui ont eu le cas en particulier celui de l'Ukraine, duquel ces manifestants ont copié même tout le graphisme et la symbologie des escudos, des boucliers, par exemple, qu'ils ont utilisés et qu'ils pontaient d'une certaine façon pour donner le symbole qu'ils étaient. Et ils répétaient l'imagerie des crusades, donc en blanc et rouge, avec des croix rouges qui étaient partout, et la consigne était éliminer les chavismes. Comme ça, on a eu, comme lui, il a raconté bien, des chavistes qui ont été brûlés vivants. Donc les premiers crimes de haine sur notre pays ont été commandés par l'opposition vénézuélienne. Ça, l'Europe, c'est beaucoup plus que nous, sur ce qui peut devenir une partie de la population qui veut annuler l'autre partie de la population par leur foi, par leur religion ou par la décision politique ou la pensée politique. C'est extrêmement grave dans un moment si moderne de la politique où on avait ça en train de se passer dans un pays que la seule fois où on a fait des guerres, donc on a pris les armes, c'était il y a 200 ans pour libérer notre pays de l'Espagne. Et en plus, le même libéreur qui a libéré le Venezuela a pris ses armes et a libéré 5 autres pays de l'Amérique latine. C'est la seule fois dans laquelle le Venezuela a pris les armes. Plus jamais. Il semblerait que l'Espagne ne se souvienne pas trop que nous, on n'est plus sa colonie. Et maintenant, les parlements européens, en plus lidérés par les Espagnols de la droite et de ce qu'ils appellent social-démocratie, quand je leur dis qu'ils font partie de la droite, ça leur fâche, mais je ne pourrais jamais considérer un social-démocrate un socialiste. Et donc, moins de la gauche. Quoi. Ils n'appartiennent pas, ils ne méritent pas. Et donc, il y a 2 jours à peine, le Parlement européen a approuvé une résolution dans laquelle ils disent que le Venezuela est une dictature et que eux, l'Union européenne, eux, et ils ne reconnaissaient pas l'Assemblée constituante. Et je vous dis, j'étais là, à Strasbourg. Et il faut qu'en tant que citoyen, que vous sachiez quelle est la situation. J'étais là et j'étais secouée par ce que j'avais vu. Le débat s'est passé à 10h du soir. Le Parlement européen a une composition de 751 députés. Vous savez combien il y en avait dans la salle? Moi, j'ai pris les photos et je les ai mis dans mon Twitter. Il y en avait 23. 23 personnes, desquelles ils leur ont donné la parole uniquement à 2 personnes de la gauche. Un du Parti communiste portugais et un représentant de l'Izquierda Unitaria, de l'EU. C'est tout. Ça, c'est la démocratie européenne. Ça, comme ça s'est passé. Moi, j'étais surprise, mais en même temps, j'ai eu mal. Mais aussi, j'ai été très fière de ma dynamique. Parce que quand nous, on a eu des doutes, on a mis une question au peuple, et c'est le peuple vénézuélien avec plus de 8 millions de voix, que pour que vous compreniez, ça représente le 45% de tout l'électorat vénézuélien. Donc c'était une participation immense. Juste pour vous dire, il y a beaucoup de présidents européens qui ont été élus avec 23% de la participation. 45%, c'est beaucoup. Alors, 8 millions de personnes ont décidé que la voix était la voix de la démocratie, d'un débat profond sur la Constitution. Et puis, à la fin, ma réponse en tant que représentant de gouvernement, et comme tel, je l'ai présentée aux représentants du Parlement européen, et en particulier à la personne qui est en charge de l'Amérique latine et de Caraïbes, auprès du bureau de M. Tajani, qui est maintenant le président du Parlement européen. Je les ai dit, avec tout le respect, si l'Union européenne, le Parlement européen ne reconnaissent pas l'Assemblée nationale constituante, nous, on s'en fout, on n'est plus votre colonie,
On a eu le droit de décider nous-mêmes nos destins et 8 millions de Vénézuéliens ont décidé de reconnaître ça. En plus, 27 pays ne reconnaissent pas la constituante. Ça ne va pas faire rester sans sommeil. Le reste du monde, qui est composé de plus de 190 pays, le reconnaissent. Venezuela détient maintenant la présidence du mouvement des pays non alignés. Donc, une organisation qui a plus de 130 pays. 130. Alors, si l'Union européenne ne reconnaît pas l'Assemblée constituante, bon, c'est à eux. C'est à eux de résoudre ses propres problèmes. Nous, on est en train, sur la voie pacifique, de résoudre les nôtres. Une autre information qui est importante. Pour ceux qui ne croyaient pas à l'Assemblée constituante comme la façon de résoudre les problèmes de la violence, le lendemain de l'élection, le jour où l'Assemblée constituante s'est installée, ces mêmes jours, exactement ces mêmes jours, toute la violence des rues s'est arrêtée. Il n'y a pas eu un mort de plus au Venezuela. En plus, je vous dis quelque chose pour voir un peu la circonstance ironique dans laquelle on est par rapport à mon pays et la façon dont certains le jugent. Le même jour que le Parlement, le soir, que le Parlement européen faisait son débat sur mon pays, qui disait que nous, on était une dictature, qui exigeait au gouvernement vénézuélien un calendrier électoral. La dernière fois que j'ai vu, je n'étais pas une étoile dans ces drapeaux, mais bon. Il parlait de mon pays comme si c'était le sien. Ils ne donnent jamais la parole aux ambassadeurs, ça il faut dire. Hein. Jamais. Ils parlent entre eux. Même si on est là. Au moins, ils nous permettent d'être dans la même salle. Ils n'ont pas aimé que j'ai pris des photos, parce que ça donnait un peu choc. Le grand salon vide. Juste pour ce qui est écologie, d'avoir allumé un salon de 800 personnes pour avoir une réunion de 23, c'est déjà beaucoup. Hein. Je ne sais pas combien ça coûte, hein, mais chez vous, imaginez-vous ce qui est la plénière de Strasbourg. Et tout le bâtiment était allumé, il n'y avait que 23 personnes. 23 personnes dans le bâtiment et moi. Plus moi. Et bon, en sortant, on nous a dit, c'est pas la voie, c'est la voie. Ces nuits-là, l'opposition avait décidé entière, tous les partis politiques de l'opposition, les plus radicaux, les moyens, d'assister et de revenir au dialogue politique avec le gouvernement, avec l'aide du président de la République dominicaine qui a permis son pays d'être siège de cette réunion. Donc pendant 2 jours, juste hier, ils sont sortis avec des accords correspondant aux problèmes du pays. Donc, ce que vous voyez, c'est que vos impôts payent le salaire des députés qui sont plus radicaux de l'opposition vénézuélienne que l'opposition vénézuélienne. Alors, c'est ça la situation. Ils se prononcent avec un ton et un contenu que je n'ai même pas entendu en tant que fonctionnaire des collègues oppositeurs, quoi, parce que des citoyens, de co-citoyens qui ont une vision politique différente. Et moi, j'ai eu l'occasion de parler avec. Et j'ai jamais vu une façon si grossière de s'adresser à quelqu'un que comme j'étais traitée et maltraitée dans certains endroits, par certains caractères de Parlement européen. En revenant à ce que vous devez suivre en tant que citoyen, c'est cette potentielle décision que l'Union européenne pourrait prendre dans les jours qui viennent, qui pourrait signifier le blocage économique du Venezuela de la part de l'Union européenne en faisant une émulation dégoûtante du gouvernement de Trump. Donc pour la première fois, vous allez voir l'Union européenne suivre comme un miroir la politique de ce qui a été, je pense, jusqu'à ce jour, le pire des gouvernements américains. Donc on est dans cette situation maintenant, avec tout ce qui pourrait impliquer. Alors pour les futurs, parce que moi j'aime bien ce qui reste, quand j'ai vu ces gens en train de prendre ces décisions à 23, comme ça, presque à minuit, avec ces tons
tout caché comme ça, parce que personne ne savait. Les citoyens communs, ils ne sont pas consultés. Alors, c'est pas, comme on dit, l'Union européenne, c'est vous aussi. Mais ce n'est pas vous qui sont en train de prendre des sanctions, c'est eux. Avec la consultation de qui? Est-ce que ces gens-là, ils reviennent à son électorat pour demander si ça ou cette ligne? Jamais. Mais nous, on ne fait pas ça. Alors, j'étais tellement fière de ce qu'on fait. Et là, j'ai bien compris pourquoi les États-Unis considèrent que nous, on est une menace immense. On est une menace parce qu'on fait les choses différemment. Et ça pourrait signifier une leçon pour les autres de comment vraiment changer la dynamique politique, sociale, mais aussi la réorganisation budgétaire, par exemple, parce que nous, les gains de pétrole vont directement aux gens. Pour vous donner un exemple plus récent, après l'ouragan qui a touché les États-Unis, une partie des États-Unis a été touchée. Et moi, parce que je fais partie de débats écologiques pendant une grosse partie de ma vie, et c'est un débat que j'adore, changement climatique, c'était ma lutte pendant 7 ans. Et puis je sais que maintenant, tous les revenus de pétrole des raffineries qu'on a aux États-Unis ne peuvent pas venir au Venezuela du fait qu'on a le blocage américain. Donc le président de la République a pris la décision de répartir tous les revenus qu'on avait eu pendant les temps de blocage et le remettre aux gens, donc les gens qui ont été touchés par l'ouragan aux États-Unis. Donc l'argent, il va bien rester là, mais ça va rester entre les mains des gens qui ont été touchés par le cyclone et par l'ouragan. Ça, bien sûr, l'administration de Trump n'a pas plu. Mais bon, on va faire notre petite révolution là-bas aussi, pour montrer que nous, l'argent à la fin, ça porte peu si ça ne touche pas les gens, qui sont l'objectif final de la politique. Pour ce qui vient, je fais confiance, parce que là, on est entouré des drapeaux d'un pays que j'aime et auquel nous, en tant que Vénézuéliens, on lui doit beaucoup. Cuba a soutenu sa politique et n'a pas changé un commun de leurs principes, même si ils ont été attaqués, bloqués, ils ont résisté. Nous, le Venezuela, on est le soutien maintenant de 11 pays de Caraïbes qui dépendent, plus de 90% de leur économie dépend du pétrole vénézuélien. Et ce sont des petits pays qui n'ont pas d'alternative. Je ne pense pas que ni les États-Unis ni l'Union européenne vont être prêtes à soutenir ces pays si jamais le blocage est imposé. Alors nous, on va continuer à faire ce qu'on croit qu'il faut faire. On va continuer à être lumière pour ceux qui ont besoin de cette lumière. Et on va continuer à faire les choses à notre façon. Parce que j'ai eu une certitude en sortant de Strasbourg. Moi, j'étais extrêmement fière d'être vénézuélienne et sans savoir comment, quelque chose on doit être en train de faire très bien pour faire que tout un bâtiment, des gens qui n'ont rien à voir avec mon pays, se sont mis à disputer entre eux pour sortir une résolution sur nous. Sur nous. Pas sur vous, sur vos problèmes. Non, ils étaient en train de faire un débat sur nous. Alors j'étais tellement fière. Je me suis dit, on va continuer. Parce que là, vraiment, on est une menace. Comme ils ont dit les Américains, parce qu'en espagnol c'est beau, c'est une amenaza inusual et extraordinaire. Pas usuel, donc pas commun, et extraordinaire. Et oui, qu'est-ce qu'on est inusuel et extraordinaire. On va continuer comme ça. Je vous remercie.